Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Kevin, je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine aujourd'hui. Salut Gaël, merci pour l'invitation, super cool. Je suis ravi parce que ça va faire presque un an qu'on échange, plus d'un an qu'on échange. On aurait dû enregistrer début mars 2020 et la vie a fait que il y a eu quelques rebondissements en 2020. Je suis devenu papa et puis de ton côté aussi, il y a eu des rebondissements. Donc, je suis ravi au final de ce cadeau d'avoir une conversation encore plus riche un an après. Exactement, ouais, pas mal de rebondissements. Tu vois, c'était juste avant le confinement. Je me rappelle, on était en contact et là, tu vois, ça faisait. Il y a un an, ça faisait déjà 2 jours qu'on était confinés. Donc, on opérait le changement. Exactement. On commençait à s'adapter. Pour commencer, je vais te laisser te présenter et puis savoir un petit peu, on va approfondir un petit peu d'où tu viens. Voilà. Carrément. Du coup, je m'appelle Kevin Le Goff, je suis entrepreneur. J'ai monté plusieurs boîtes dans le web principalement. J'ai travaillé dans les applications mobiles au tout début. Peut-être pour l'âge, pour situer un peu, j'ai 32 ans. Ça permet de resituer. Je suis papa d'un petit garçon de 5 ans. Et donc, ouais, j'ai monté plusieurs boîtes dans le web, commencé dans les applications mobiles. Je faisais des applications ludo-éducatives. Donc, à l'époque, j'étais pas papa, mais on faisait des apps. C'était au tout début de l'iPad. On faisait des apps d'aide à la lecture dans une boîte qui s'appelle Chocolapps et anciennement qui s'appelait So What. Je pourrais te raconter un petit peu cette étape-là. Et après ça, j'ai travaillé dans le e-commerce. Et après le e-commerce, j'ai monté une boîte qui s'appelait Swanson, qui était un lieu de vie et un magazine à destination d'entrepreneurs passionnés par l'outdoor et majoritairement l'océan. Une boîte qui a fermé donc en octobre 2020. Et depuis, j'ai accompagné pendant tout ce temps-là d'autres projets, mais là je remonte une boîte qui s'appelle Cause Barn avec ma compagne et associée. Donc voilà. Ok, super. On va revenir sur toutes ces aventures. Est-ce qu'on peut dire que tu es aussi breton, très attaché à ce territoire, à l'océan? Est-ce que ça vient de ton enfance? De mon enfance, pas. Alors, originaire de Bretagne, mon père est d'ici. Là, pour info, donc moi je suis dans le Finistère, en Bretagne, sur la côte bretonne, dans la baie d'Audierne. Et donc ouais, mon père est originaire d'ici. Je venais ici en vacances, et puis et j'ai de la famille qui est basée à Quimper. Après, j'ai jamais été dans le plus jeune âge au bord de l'océan. C'est venu un peu plus tard. T'as grandi à Paris? J'ai grandi en région parisienne. J'ai grandi à Fontainebleau, à Fontainebleau, donc à la forêt de Fontainebleau, donc, avec une culture liée au vélo et à l'escalade. Pour ceux qui connaissent la forêt de Fontainebleau, c'est un gros spot européen d'escalade et de varap, enfin de varap plutôt.
On en avait parlé dans un épisode avec Olivier Soudieux qui maintenant traverse le Canada avec son kayak. Ouais. Et qui a commencé là-bas. Oui. Mais ouais, donc non, originaire de Fontainebleau, j'ai fait mes études à Fontainebleau et à Paris. Et après... Et tu t'imaginais entrepreneur enfant? Ouais, bah, je pense qu'après... Alors, adolescent, non. J'ai toute ma période d'adolescence, j'ai une grosse passion pour la musique. Donc pour moi, j'allais partir là-dedans. Faire quoi, je savais pas trop encore. Après le bac, je suis parti dans une école d'ingé son à Montpellier. Pour moi, j'allais faire ingé son. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un mois et demi que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc c'était assez marrant parce que j'étais de région parisienne, donc je suis parti à Montpellier, commencer cette école. J'ai fait mes premiers cours et je me rappelle rentrer chez moi et me demander comment j'allais annoncer à mes parents qu'en fait c'était pas possible, quoi. Et on venait de se taper un déménagement dans un pauvre studio et un pauvre studio qui était déjà génial parce que voilà, j'avais mon propre appart et en fait, de me dire à mes parents, putain, mais on a fait tous ces kilomètres, tout ce truc, comment je vais leur dire? Et au final, j'ai pris mon courage à deux mains, je leur ai annoncé, et mon père a dit, ok, pas de problème, on trouve une solution. Et dans la journée, il est descendu de région parisienne, on a vidé l'appart, et on est remonté, et le soir, on a discuté avec mon padré en disant, voilà, moi, du coup, j'ai pas d'école, je peux rien, enfin, cette année, qu'est-ce que je fais? Et j'ai ma sœur qui habitait à Londres, à ce moment-là, et on s'est dit moi je vais apprendre l'anglais et je vais pas perdre mon temps, donc je me suis barré à Londres et je sais pas, une semaine après j'étais à Londres en train de chercher un taf et pour apprendre l'anglais et tout ça pour te dire que non, c'était pas ma destinée d'être entrepreneur, mais mon père est entrepreneur et je pense que culturellement on a baigné là-dedans. Dans quel domaine? Tu vois, alors ça a rien de corrélé à ce que moi j'ai pu faire. Mon père travaillait dans le négoce de bois, donc dans l'achat et la revente de bois. Et mon grand-père était entrepreneur, mais marchand de bestiaux, quoi. Tu vois, donc c'était. Voilà, c'était. En tout cas, indépendant, quoi. Indépendant et dans des domaines, mais je pense que culturellement, en tout cas, on a baigné dedans, quoi. Donc, sur le fait de se démerder. On a un peu le même parcours. Je me rappelle aussi les 2 premiers mois de DUT génie, mesure physique, je savais que c'était pas du tout fait pour moi et j'étais plutôt celui qui organisait les fêtes et au bout de 2 mois, j'ai dit bon, allez, on va arrêter les conneries et de perdre son temps. Non, mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaie. Alors toi, t'es jeune papa, mais c'est ce que j'essaie de répliquer avec mon fils, mais tu vois, justement de laisser l'opportunité de faire des choix et d'accompagner dans ces choses-là. Moi, je pense que ça a commencé clairement. J'ai pas été confronté à ce genre de choses plus jeune, mais à ce moment-là, quand je me suis dit, ok, j'ai fait 1 mois et demi d'école, mes parents sont saignés pour s'organiser, me payer une école d'ingé son, de trucs, et en fait, tu te dis, putain, c'est pas ça que je veux faire, comment je vais leur dire? Et en fait, tu vois que peu importe le choix que tu peux faire, ils vont t'accompagner. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de répliquer. C'est le plus beau des cadeaux, ça. Ouais, carrément. Donc, et donc, retour de Londres, peut-être quelques mois après. Ouais, alors ça, c'est pareil, parce que je pense que alors ça, je l'ai compris bien plus tard, mais toutes ces étapes que je pensais un peu inutiles, tu vois, ou sans grande importance, finalement, sont des étapes clés dans la suite de tous mes autres projets. Mais tu vois, à Londres, en fait, je suis parti moi, sans thunes et sans savoir ce que j'allais faire, mais ma sœur habitait là-bas, elle venait d'acheter un appart, je me suis retrouvé à faire des travaux pour elle dans son appart en échange d'un loyer, quoi. Donc j'ai habité chez elle pendant quelques temps, je lui ai fait ses travaux, après je suis allé chercher du taf en tant que vendeur, et j'ai bossé dans un magasin qui s'appelle Urban Outfitters, qui est un truc de fringues, et j'étais vendeur là-bas, et en fait, avec du recul, c'est là-bas que j'ai commencé à faire mon premier réseau, tu vois, de gens. Et à l'époque, je m'en rappelle, il y avait... en fait, tu sais, t'avais souvent des films qui se tournaient dans les magasins, des trucs comme ça, et où ils utilisaient des magasins pour tournage de films. Et en fait, ils avaient tourné la suite d'un film avec Sophie Marceau, là, qui était... je sais plus, c'était
la suite de la Boom ou un truc comme ça, tu vois. C'était Ah ouais? Le Boom 2 ou... Ah ouais? ouais, la Boom 2 ou LOL LOL, c'est ça. C'était LOL. la suite de la Boom. Et en fait, du coup, ils avaient tourné dans ce truc-là. Et nous, tous les vendeurs, on était figurants, tu vois. On s'est retrouvés figurants pour le film. Et en fait, c'est comme ça que, tu vois, j'ai commencé à faire mes premiers contacts, mais ça, je l'ai compris plus tard, de gens qui travaillaient un peu dans cet univers créatif, tu vois. Ouais. Et voilà, il y avait une culture aussi dans ce shop, j'ai l'impression. T'as une grande culture musicale, tu vois, pour le coup aussi, c'est ça que j'adorais, moi, c'est que c'était les premiers shops de fringues où t'avais un gros corner avec une sorte de disquaire à l'intérieur, tu vois, ça c'était en 2007-2008. Et du coup, ouais, ça a commencé à alimenter un peu ce côté créa. Créa, ouais. Entrepreneur et créatif. Ok. Et donc, tu restes combien de temps? J'ai dû rester 1 an là-bas, tu vois, un truc comme ça. Après, je suis rentré en France, j'ai repris mes études, un IUT GEA, tu vois, gestion des entreprises, que j'ai fait sans réel intérêt, mais en tout cas, pareil, qui m'a ouvert des portes par la suite parce qu'on avait un stage de fin d'études à faire. Et en fait, ce stage de fin d'études, j'avais tous mes potes qui partaient en région parisienne, tout ça, et j'avais demandé à mon, je sais pas comment t'appelles ça, un CPE ou je sais plus quoi, mais tu vois, j'avais demandé en gros, est-ce que je peux le faire à l'étranger, tu vois, mon stage. Ouais. Et au culot, en fait, j'avais envoyé des mails à Los Angeles en mode je veux faire ça dans une maison de disques ou un truc. Et j'avais envoyé plein de trucs. Et j'ai eu une réponse. Et en fait, à l'époque, enfin pas à l'époque, c'est toujours pareil, mais en tant que stagiaire européen, quand tu vas aller aux US, faut que la boîte elle paye. Ça a un coût pour la boîte là. Et donc j'ai une première réponse. Le visa, les choses comme ça là. Ouais, exactement. Et la boîte me répond genre ouais, pas de problème, on est super chaud. Et eux, ils ont la culture du stagiaire aux US, mais gratos, tu vois. Même si c'est 6 mois, 1 an, ça reste gratuit. Hein, c'est pas comme chez nous, quoi. Donc là, je me dis super, mais comment je vais faire et je renvoie un mail en leur disant bah voilà, moi par contre je suis français, donc ça va vous coûter un peu de me dire oui, quoi. Et je sais pas, une semaine après, j'ai une réponse en disant ok, c'est bon, on a vu avec le boss, on te paye ton truc. Et là, c'était branle-bas de combat, tu vois, pour le stage. Je me retrouve à dire à mes parents, en fait, je pars à faire mon stage à Los Angeles pendant 3 mois. Et pour montrer un peu l'importance des connexions, c'est qu'en fait, la première personne qui m'a hébergé à Los Angeles, c'est une nana avec qui je bossais chez Urban Outfitters à Londres 5 ans plus tôt, tu vois. 3 ans plus tôt. Et en fait, voilà, et tout ça n'a fait que commencer, mapping. tu vois. Le mapping était en marche, là. Ouais. Le mapping était en marche. Donc après, et après, en fait, je me suis retrouvé à rester travailler à Los Angeles. Qu'est-ce que tu as appris, du coup, pendant ce stage-là et comment tu te retrouves à y rester? C'était mon premier job dans le digital, au final. Parce qu'en fait, c'était les débuts des plateformes de streaming, tu vois, de Spotify, de Qobuz, tous ces trucs-là, tu vois. Et en fait, à l'époque, le marketing sur ces plateformes-là, c'était pas automatisé comme peuvent l'avoir les maisons de disques aujourd'hui, où tu vas envoyer tous les éléments d'un artiste. C'était vraiment à la mano où tu devais aller négocier la banderole, la jaquette, la bannière, tu sais, la bannière sur Spotify de mise en avant de l'artiste. T'allais négocier ça avec les gars au marketing chez Spotify, tu vois. C'était tes connexions, en gros, que tu faisais. Tu disais, bah écoute, j'ai tel artiste, est-ce que tu peux le mettre en avant? C'était pas automatisé sur la data comme ça l'est aujourd'hui, ou en fonction du nombre d'écoutes, de streams, etc. Ça va te pousser tel ou tel artiste, même sur le marketing. Et donc nous, on faisait tout ça à la mano avec Spotify, Co. Et c'était les débuts de ces plateformes-là, sachant que c'était à l'époque pas du tout la priorité, autant qu'aujourd'hui, pour les maisons de disques ou les labels, de pousser les artistes. Moi, je me souviens en tant que stagiaire, du coup, de faire des pochettes où en fait on mettait tous les disques dedans, avec le petit papier écrit à la mano, disant on a un nouvel artiste qui sort son album, et puis t'envoyais tout. Moi, je partais avec les cartons, déposer ça dans les mailbox, tu vois, pour que ça parte à tous les journalistes et tous les trucs. Donc ouais, première expérience. Donc et en là, fait, tu fais tes armes, là. Ouais, là, c'était les premiers, tu vois, les premiers. Exactement. Premier job un peu dans le digital, et puis dans un univers où la boîte pour laquelle je bossais, là, qui s'appelait MSO, gérait des artistes à l'époque qui étaient
En fait, ils géraient eux des artistes et toute la com RP de festival, notamment Coachella et aussi pas mal de festivals de country. Okay. Mais donc c'était gros et coup ils t'ont de gardé chance. Du coup à la fin? Ouais, j'ai bossé là-bas et du coup on s'est retrouvé à bosser sur ça. C'était en 2010 ou 2011 et on s'est retrouvé à bosser sur le festival de Coachella, sur pas mal de festivals de country aussi, parce que c'est une grosse culture country aux US. Il faut savoir que c'est quand même ceux qui vendent le plus de disques devant les Jay-Z et Co. Donc c'est assez. Enfin, la culture. Les artistes de country c'est des plus grosses rockstars que les rappeurs US là-bas, quoi. C'est un truc de fou. Il y a une artiste, et en fait, moi je me rappelle, parce que je connaissais personne en country, tu vois. Et il y en a une, c'était qui venait au bureau pour je sais pas quoi, rendez-vous avec quelqu'un de chez nous, et qui s'appelait Jody Messina, je sais plus quoi. Et moi je savais pas qui c'était, tu vois. Mais c'était genre Johnny Hallyday, quoi. Ouais, c'était le Johnny Hallyday de là-bas, quoi. Je dis, putain, c'est. Enfin bref, voilà. Mais et donc c'est au retour en France que tu fais l'INSEC? Ouais, exactement. Retour en France, du coup, je fais l'INSEC, et pendant l'INSEC, je l'ai fait en alternance. Donc, c'est quoi la réflexion? C'est toi qui te dis, bon, c'était bien LA, maintenant on va aller encore un peu plus loin. Donc, tu voulais faire cette école? Non, je voulais pas particulièrement faire cette école, mais après, je me disais, j'avais mon bac plus 2, je crois, c'est bac plus 2, l'IUT, là. Ouais. Et je pense que même, alors est-ce que c'est vis-à-vis des parents ou quoi, je me disais, faut quand même que j'aille un peu plus loin. Et j'avais pas envie de leur recoller une demande ou leur redemander une école où financièrement j'avais fait mon truc d'ingé son qui leur avait, tu vois, qui était une école privée que j'avais foiré. Et du coup, je me suis dit, je fais l'INSEC, mais je le fais en alternance. Et du coup, ça me permet de payer l'école. Et surtout de pas demander aux parents quoi que ce soit. Et puis au final, donc j'ai fait ça. Et tu te retrouves dans quelle boîte? C'est là où j'ai commencé à bosser dans les applis mobiles, tu vois. Donc après, tous ces trucs dans la musique digitale, je suis arrivé dans les apps, dans le digital via les apps. Et en fait, j'ai fait que ma première année. Et après cette boîte-là, j'ai fait mon alternance dans ma propre boîte. Donc en fait, j'étais toujours à l'INSEC, mais j'ai commencé à monter la boîte qui s'appelait Polster, et en fait, qui était une place de marché e-commerce. Ok. Et en fait, j'avais demandé à mon école, je dis voilà, on a monté cette boîte-là, est-ce que je peux bosser dans ma boîte en même temps que je fais mes cours, quoi. À l'époque, ça devait être le début. Aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire, je sais pas si c'est toléré ou en tout cas admis. Mais au début, c'était, il y a 10-15 ans, ça devait être un petit peu. C'était même moins que ça, parce que tu vois, c'était il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'était il y a 10 ans, quoi. Et ouais, franchement, c'était pas du tout toléré. Et on a dû négocier. Et puis après, Puis c'est surtout que ma boîte, c'était un micmac, parce que tu sais, quand tu fais une alternance, la boîte doit cotiser à une OPCA, une OPCA, machin. Et Polster n'avait pas encore cotisé, donc on avait dû faire cotiser le truc pour que je puisse faire. C'était un bordel, je m'en rappelle. Mais on avait réussi, donc voilà, c'était marrant. Et donc c'était quoi en 5 minutes le pitch et les enseignements là de Polster? Polster, c'était alors le constat de l'époque, il y avait plein de marques indépendantes qui se lançaient. C'était l'essor des marques indépendantes où tout le monde voulait monter sa marque de chaussures, de t-shirts, et en fait, lié au e-commerce principalement, avec cette capacité à monter un truc digital en 2-2. Et en fait, on voyait toutes ces marques qui se montaient avec plein de talent, parce que d'un point de vue produit, on avait plein de choses intéressantes. Par contre, d'un point de vue marketing et commercial, il n'y avait pas grand-chose. C'est des gens qui s'y connaissaient pas en e-commerce ou en digital. Et nous, on s'est dit, on va créer une plateforme qui rassemble toutes ces marques. Et puis, on va s'occuper du marketing, du shipping et de la commercialisation de ces gens-là, parce qu'en fait, c'est pas leur métier. Donc, on était au tout début des marketplaces. On n'appelait pas ça une marketplace, tu vois. C'est où ça commençait à arriver.
Et, et du coup, on s'était spécialisé dans la mode pour hommes, pour le coup. Donc, on faisait que des marques majoritairement hommes. Et tu vois, on avait commencé avec une trentaine de marques et on a fini avec plus de 500 marques à la fin. Et donc, c'était place de marché de mode pour hommes qu'on a revendu en 2015, je crois. Ok. Vous avez du coup automatisé pas mal de choses Ouais, bah à l'époque, t'avais puis... pas tous les plugins de dropshipping que tu peux connaître aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on développait en interne, tu vois. Vous étiez 2, 3 cofondateurs? On était 2 fondateurs, ouais. Christophe et moi, et Christophe Chevalier, et du coup 2 potes. On est toujours potes, hein, et, et du coup, ouais, on avait monté ça tous les deux. Lui était vraiment sur la partie tech, et c'était le développeur, quoi, en gros. Et moi, je m'occupais un peu au début du sourcing des marques, et puis après, on a monté l'équipe là-dessus. Mais ouais, c'était chouette. Et du coup, vous l'avez bien valorisé? Ouais, on l'a bien valorisé. Et puis, ce qui était chouette, c'est on était sur tous ces débuts. Enfin, on en parle souvent avec tous les copains de cette époque-là, mais c'était les débuts des incubateurs. Nous, on était chez 50 Partners, qui est un fonds incubateur, et c'était les tout débuts des coworking, machin. C'était génial. Enfin, nous, toute cette période-là, tous ceux qu'on croise aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs sur la scène un peu entrepreneuriale, c'est des gens qu'on côtoyait ou avec qui on a commencé au début. Enfin voilà, cette période-là était géniale parce qu'il y avait une naïveté aussi dans la c'était pas aussi cadré qu'aujourd'hui, tu vois. Là, quand on voit l'univers de la tech ou des startups où tout est cadré, il y a cette emprise des grands groupes et tout, c'est très bien. Enfin, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que nous, au début, et encore, mon début, c'était pas le début des startups, hein, loin de là. Oui. Mais en tout cas, mon début à moi était beaucoup plus rock'n'roll qu'aujourd'hui. Et on s'est marré, quoi, parce que c'était vraiment sympa. C'est une belle période, je trouve. Et du coup, 2015, l'équipe et le CA de tout ça, qu'est-ce que ça représente au moment où vous... Au moment où on revend, on devait faire en termes de CA, je sais plus, c'était quasi 800K, un truc comme ça. Et puis après, on a revendu la boîte. Moi, je suis resté. Christophe s'est barré. Lui, il voulait pas rester dans la boîte. Et ensuite, je te dis ça, mais en total, après, ça faisait un peu plus. Une fois la boîte rachetée, avec l'autre, on devait faire un peu plus d'1,5 million de CA, tu vois. Du coup, c'est une plus petite boîte qui vous a racheté presque. Non, parce ou que équivalent. Oui, équivalent, ouais. Et après, malheureusement, ça a été un peu l'hécatombe des marketplaces quelques temps plus tard, tu vois. 2 ans après, t'as que les gros qui sont restés. Et toutes les petites boîtes un peu, parce que les sujets d'acquisition étaient énormes, tu vois. Et puis le modèle économique, en fait, qui est un modèle de commission. Ce qui dit commission dit volume, et donc c'est des boîtes qui doivent faire du volume, mais c'est vrai que je pense que ça a été plus délicat pour les autres par la suite, parce que c'était un marché qui était assez concurrentiel. Donc je pense qu'on a vendu au bon moment, et puis parce que ça devait se passer comme ça, quoi. Ok. Ouais. Et donc tu restes combien de temps? C'est quoi la transition? Moi, je suis resté. Je crois que je suis resté. Moi, j'avais un deal où je devais rester 6 mois, tu vois, un truc comme ça, dans la boîte qui nous a racheté. J'ai dû rester 6 mois. Je sais pas si j'ai fait plus, je me rappelle plus. Mais après, j'ai quitté la boîte pour monter Swanson. Donc c'est pendant ces 6 mois de transition que ça commence à germer en fait, je pense que et hop. C'est hyper complexe. Alors, il y en a qui arrivent à le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de ma boîte, tu vois, et à la voir partir dans d'autres mains. Et en même temps, c'était le jeu, hein. Maintenant, je pense que c'est une réflexion que j'ai pas eue, et c'est une réflexion qu'il faut avoir si jamais tu vends ta boîte. C'est de dire, est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que, tu vois, parce qu'il y en a qui ont besoin de rester parce qu'on les tient aussi, hein, tu vois, dans des deals de cession. Oui.
t'as ce qu'on appelle, tu vas avoir l'upfront et puis tu as le learn-out, donc ce qu'on te donne à l'issue de X temps. Donc voilà, tout ça est compris dans le deal, mais en tout cas, c'est une réflexion à avoir parce que psychologiquement, ça peut être assez sport. Moi, ça l'a été, tu vois, de me dire que c'était plus ma boîte, c'est plus moi qui avais les rênes. Je pouvais suggérer des choses, mais en soi, c'était plus, ça m'appartenait plus, quoi. Donc ça n'avait plus le même poids, évidemment. Non, et puis nous, on a fonctionné en binôme avec Chris. Et le fait que lui soit plus là, tu vois, pour moi, ça a été super dur, en fait, de plus avoir mon repère, tu vois, quotidien d'associé. Je me suis retrouvé revendre ma boîte, me retrouver avec une nouvelle équipe qui était super chouette, hein, mais c'est pas ton équipe. C'était pas mon équipe, il y avait pas mon associé, il y avait pas, enfin voilà, c'était beaucoup d'éléments un peu perturbants, mais en tout cas, ça valait le coup. C'était une chouette expérience, tout ça. Donc ce temps-là aussi est nécessaire pour faire une transition peut-être un peu plus. Est-ce que tu aurais préféré ne pas faire ces 6 mois justement de transition et dire hop, c'est à vous, moi je me casse en Bretagne? Non, parce qu'en fait, je pense que si c'était à refaire, je ferais la même chose parce que c'est ce qui m'a aussi amené à. Tu vois, je me dis, est-ce que si j'avais pas fait ces 6 mois, je serais parti en Bretagne? Est-ce que j'aurais eu cette réflexion de Swanson? Peut-être que je l'aurais pas eu. Au final, je sais que ce qui a construit Swanson, c'est aussi cette période-là, parce que c'est cette période où justement j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'authenticité dans l'entrepreneuriat, et c'est ce manque d'authenticité qui m'a poussé à créer Swanson par la suite. Donc, si j'avais pas fait ces 6 mois, peut-être que Swanson serait jamais né, et donc non, si c'était à refaire, je le ferais, quoi. Je ferais la même chose. Voilà. Ok, du coup, c'est quoi la réflexion? Est-ce que, donc au bout de ces 6 mois, tu prends, tu te dis quoi? Tu prends des vacances, tu te dis je vais me poser un petit peu en Bretagne et souffler un peu? Ou en fait, c'était déjà lancé? En fait, si tu veux, le début de Swanson, ça n'a pas du tout été pensé comme un projet business. Moi, si tu veux, le constat que j'ai fait, c'était de se dire, en gros, j'ai envie de monter c'était même pas j'ai envie de monter quelque chose, c'est que j'ai envie de faire un magazine papier. Je sais pas pourquoi je voulais faire un magazine papier, et j'avais envie de raconter des histoires d'entrepreneurs passionnés et du coup passionnants, tu vois. Et pareil, je reviens un peu sur la période où aujourd'hui le moins inspirant est un peu partout. Mais nous, à ce moment-là, tu vois, c'était 2015-2016, tu avais beaucoup sur l'univers entrepreneurial qui était dans mon écosystème très adossé aux levées de fonds, etc., et un côté un peu très business. Et on en oubliait un peu le côté culture de l'entrepreneur et le personnage entrepreneurial, quoi. Et tout ce qui se cache derrière. Et qu'en fait, on était dans une période où la réussite était adossée à une levée de fonds, où la réussite était adossée à la sortie d'un produit, mais on savait pas s'il marchait ou il marchait pas. Et en fait, tout ça, je me disais, putain, mais on oublie, on raconte pas la galère du gars, tu vois, ou de la nana, on raconte pas la gestion famille. Ouais, les valeurs, la manière de gérer. Tu vois, moi, en fait, à l'époque, on avait un mentor, je donnerais pas son nom parce que je pense que ceux qui me connaissent le savent, mais et la question que je me posais, c'était comment il fait avec sa famille, tu vois, le mec il bosse comme un fou, il monte des business dans tous les sens, ces trucs fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, et la question que je me posais à chaque fois, je me disais mais comment il gère sa vie de famille, tu vois. Il a 4 gamins, et moi c'était un truc, tu vois, j'avais envie d'avoir des réponses là-dessus. Et tu les trouvais nulle part, tu vois. Il y avait pas une interview où on te racontait à quel point c'était galère de gérer ton emploi du temps perso quand tu avais une vie pro de malade, tu vois. Et en fait, Swanson, c'est parti un peu de tout ça, tu vois. Je me suis dit, putain, mais en fait, on nous raconte rien sur de vrai sur l'entrepreneuriat. Ouais, l'univers et en fait, le vrai, quoi. La vraie face cachée de tout. De l'entrepreneuriat. De la vraie vie. Et adossé à ça, ceux qui le faisaient le faisaient dans un contenant un bullshit. Ouais, et puis qui me plaisait pas, dans le sens où c'était l'entrepreneuriat comme on le connaît, c'était capital,
Harvard Business Review, tu vois, des trucs bien corpo ou un peu trop business. Et je me disais, tiens, ça manque un peu de légèreté. Et voilà, et Swanson est né de ça, en fait. De ce truc où on se disait, bah, au final, qui est capable de nous raconter des histoires entrepreneuriales? Bah, c'est des gens qui sont clairement passionnés ou qui ont un lien avec, nous, de ce qu'on trouvait, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient liés à la nature, à l'outdoor, au sport, etc., qui avaient cette capacité à raconter beaucoup plus facilement l'échec, les coulisses, la difficulté. Et en fait, c'est comme ça que Swanson est né, tu vois, en prenant deux univers qui étaient celui de l'entrepreneuriat et celui de l'outdoor, et de mixer les deux et de créer ce qu'on a fait avec Swanson. Mais ouais, c'est parti de là, en tout cas, de ce constat-là. Tu t'étais inspiré par Patagonia, Nature et Découverte, Ouais. des mecs comme ça, des familles comme ça. Ouais, alors Patagonia, oui. Après, c'était surtout des gens, tu vois, bah, qui pouvaient surfer, qui avaient un lien avec l'océan, qui avaient beaucoup, en tout cas de ceux que je connaissais à l'époque, c'est pas le cas de tous, mais qui avaient beaucoup de simplicité dans leur manière de raconter et de partager leur histoire. Et je trouvais que ça se véhiculait beaucoup dans cet univers-là. Donc, tu avais des entrepreneurs qui faisaient. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui font du surf ou du kite et du coup, qui ont une approche plus agréable dans leur partage d'histoire, quoi. Donc tu lances un magazine. Donc ouais, et donc je lance un magazine papier sans but précis, à part se dire, bon, on fait un modèle économique qui était bateau, hein, bah, le magazine nous coûte tant, on va le vendre tant, et donc il faut qu'on en vende tant. Et sauf qu'en fait, bah, ça on le fait avec nos thunes, clairement on n'en vend pas. Alors pour coûter ce qu'il devait coûter, il nous coûta ce qu'il devait coûter, tu vois. Oui, ça là-dessus on était très bon. Bien. Ouais. Bah, ouais. C'est bien au moins déjà d'avoir eu le prix juste dès le début, parce que souvent il y a des surprises aussi. Hein. Ouais, bah après on avait... Non, là ça va. Mais oui, clairement on était dans les clous. Par contre, sur ce qu'on devait vendre, pas du tout. Et du coup, ça vous coûte combien par exemple? Vous mettez quoi? Le premier magazine nous a coûté 10, 20 19 000 euros. Je m'en rappelle. Enfin, tu ouais, vois, 20 000. Le premier et le deuxième. En gros, le Okay. premier et le deuxième nous ont coûté 20 000 balles à produire. Et alors qu'après, on a réussi, tu vois, le 3, 4, 5, c'est des mags qui coûtaient 7 000 euros, tu vois, à peu près. 7-8 000 euros. Et donc, le magazine, c'est toi qui va interviewer les gens, tu te déplaces, tu fais une tournée principalement sur la Bretagne, du coup. Ah non, pas du tout que sur la Bretagne, on a fait partout, parce que c'est pareil, l'idée, c'était de pas faire En fait, c'était d'avoir un équilibre entre des gens qu'on connaît pas dans le magazine et des gens qu'on connaît ou qu'on a l'habitude de croiser, et de faire le pari que ces gens-là qui sont connus iraient nous raconter une histoire qu'on n'a jamais entendue. Et ça, en fait, à l'époque, donc Swanson. Moi, je lance Swanson, Sur cette idée me rejoint Charles Fourreau, qui devient mon associé par la suite, qui est le cofondateur de 50 Partners, là où j'étais incubé via Polster à l'époque. Et du coup, lui quitte 50 Partners et me rejoint sur Swanson, et on monte Swanson ensemble. Et en fait, le défi qu'on se met avec Charles, c'est de se dire, on sort ce magazine uniquement si on arrive à avoir des personnalités. Et à l'époque, on avait fait le pari d'avoir, sur le volume 0, on s'est dit, on veut un des cofondateurs d'Airbnb. Donc on se démerde et on veut que ce cofondeur nous raconte une vraie histoire. Ensuite, dans le même volume, on dit on veut le cofondateur d'Airbnb, on veut Mike Horn, et on voulait le fondateur de Slack. Tu vois, c'était la folie de Slack à ce moment-là. Ouais. Tout le monde parlait de Slack, et on s'est dit, si on arrive à avoir le fondateur de Slack, là on met la barre haute, et on sort un magazine qui du coup fera un peu de bruit parce que il y a toutes ces personnalités. Il y a du contenu un petit peu exclusif et unique. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on a sorti le premier. On a réussi à avoir tous ces gens-là. Et oui, du coup, les interviews, on a été les faire nous-mêmes. Après, il y en a d'autres qu'on a dans le magazine où on a pris des pigistes ou des journalistes. Mais en tout cas, le premier, clairement, c'était à la mano. On a tout fait, que ce soit la créa, pas mal de photos, les interviews. On faisait tout nous-mêmes, quoi. Et on est super fiers parce que le premier, donc il y avait
Il y avait Stuart Butterfield, donc le fondateur de Slack. On avait Joe Gebbia, qui est le cofondateur d'Airbnb. Mike Horn. Je sais plus qui est-ce qu'il y avait. On a eu Richard Branson. Enfin, on s'est marré parce que en fait, on était vraiment deux petits indés. On a réussi à dégoter ces portraits-là. Et comment marrant. Vous les contactiez du coup vous aviez du coup un petit réseau. Vous aviez comment vous avez fait? Après, c'était réseau de réseau, enfin pote de pote, où on n'était pas loin de tous ces gens-là. Mais une fois de plus, c'est un peu ce que je te disais au début, tu vois, c'est toutes ces connexions qu'on a pu faire mutuellement, ou que j'ai pu faire, tu vois, entre ce passage à Londres et en Californie. Et après, au final, à chaque fois, on a eu des potes de connexion, des gens que j'ai rencontrés et qui, par la suite, m'ont aidé à faire tout ce que j'ai fait, quoi. Donc oui, c'était notre réseau, quoi. Et par contre, du coup, faudrait peut-être que je pose la question à Charles directement, mais comment lui part d'un poste ou d'une situation comme il a, il en pouvait plus, c'était le goût de l'aventure, c'était envie vraiment d'avoir plus de sens, Bah après ça, je l'ai compris plus tard, mais en fait, je peux pas parler à la place de Charles, mais en tout cas, je pense que Charles aspirait à d'autres choses avec des valeurs proches de celles qui étaient Swanson. Et quand tu vois l'histoire complète, donc tu vois les 5 ans de Swanson, Charles est parti bien avant la fermeture de Swanson, il est parti fin 2019. Ok. Et il est reparti dans une aventure de remonter un fonds d'investissement, mais à destination de boîtes à impact positif. Et en fait, je pense que quand on voit un peu le début de Swanson et ce qu'il recherchait, ce qu'il a trouvé dans Swanson et ce qu'il a fait par la suite, oui, clairement, je pense qu'il était plus en adéquation avec les valeurs de cet écosystème qui était peut-être trop tourné vers des choses qui avaient moins de sens. Et donc, voilà. Et donc, comment vous arrivez à donc lancer un magazine papier et du coup à avoir un endroit physique, une résidence d'entrepreneur en Bretagne? Ouais. Du coup, on lance ce mag qui commence à prendre un peu de place, qui prend de la place au final, pas grâce à nous, mais indirectement, avec une stratégie qu'on avait mis en place naïvement, qui était de se dire, en prenant des personnalités, elles vont aussi nous faire notre marketing. Ça, c'est souvent ce qu'on peut dire, et c'est ce qu'on retrouve via un podcast. En fait, quand tu vois des marques qui se mettent à faire un podcast, l'intérêt d'un podcast, il est bien entendu d'avoir un contenu chouette et inspirant et tout ce qu'on veut. Maintenant, l'avantage d'un podcast, c'est qu'on permet aussi de générer du trafic, de la visibilité, et tout ça, normalement, sans dépenser d'argent. Donc c'est quand même assez chouette. Et moi, c'est ce que je peux conseiller à n'importe qui souhaite créer une marque, c'est de dire, ok, tu crées une marque, mais tu vas faire du contenu. Et ce contenu, il faut qu'il soit d'excellente qualité pour pouvoir attirer des personnalités. Parce que si tu fais un contenu de merde avec pas d'investissement sur la qualité du contenu, c'est sûr que tes personnalités, tu les verras pas arriver sur ton podcast parce qu'elles ont une exigence ou un œil plus affûté sur la qualité. Et le magazine papier, c'était ça aussi, c'était de se dire, si on fait un mag papier et qu'on va taper à la porte d'un Joe Gebbia d'Airbnb, le mec est fan de design, tu vois, depuis ses débuts, on va pas se pointer avec un mock-up de magazine dégueulasse qu'on a fait sur PowerPoint ou je ne sais quoi, tu vois. Donc cette exigence-là, elle est hyper importante, et c'est vrai que nous, c'est ce qui nous a permis, en fait, ces personnalités de drainer du trafic, de gagner en visibilité, d'avoir la communauté, de construire cette communauté au final, qu'on a découvert via le mag, mais de gens passionnés par l'outdoor et entrepreneurs. Oui. Et en fait, en créant cette communauté-là, on s'est dit, c'est quoi la suite de tout ça? C'est qu'on a des gens qui aspirent à se barrer des grandes villes, qui cherchent un équilibre vie pro, vie perso, beaucoup plus équilibré du coup, mais d'avoir cette balance entre le pro-perso. Et en fait, c'est ce qu'on était en tout cas, moi personnellement, c'est ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire, je venais de me barrer de Paris.
partir au bord de l'océan, construire Swanson au bord de l'océan. Et là, je te parle que du magazine. Et en fait, je me dis, moi, je fais quoi là? Je suis chez moi, dans un bureau qui me permet de bosser comme un dingue, parce que j'avais pas changé mon mode de vie là-dessus. Mais en même temps, je peux aller surfer, parce que les 30 minutes que je faisais dans le métro, je suis à côté de l'océan, donc je vais prendre perds 30 pas plus minutes, de temps. voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, vas-y, faut qu'on arrive à monter un espèce de coworking, tu vois, et accueillir ces gens-là et faire venir des gens de l'extérieur. En fait, quand on a créé les Swanson House, c'était pas de faire un lieu à destination des gens qui étaient présents localement, parce qu'il y avait personne. Là où j'habitais, c'est 4000 habitants, où la moyenne d'âge, elle doit être aux alentours de 65-70 ans. Donc autant te dire que c'était pas notre cible. Et vraiment, le lieu était à destination au début des Parisiens, tu vois, de se dire, nous, on va créer un lieu au bord de l'océan, on va leur montrer qu'il n'y a pas que Biarritz et Bordeaux, et que surtout, on a un endroit de dingue pour créer, quoi. Et c'est comme ça qu'on a... Là, pour le coup, on a enclenché une vraie étape entrepreneuriale pour Swanson, en se disant, là, on monte un vrai projet. Et du coup, je voulais juste revenir sur... pour faire les interviews, pour rencontrer ces personnalités, vous vous déplaciez? Ouais, ça c'était un monde assez sympathique, hein, que pas mal de gens qui créent qui lancent des projets de contenu en ce moment ne connaissent pas. Oui. Mais ouais, c'était chouette. Enfin, nous, on s'est vu faire un magazine, c'est le volume 3, je crois. On l'a fait quasi qu'avec des personnalités de Californie. Mm-hmm. Et on a fait enfin voilà, on se barre en Californie et on faisait toutes nos interviews en tête à tête dans un café. Enfin, la belle vie, quoi. C'était pas Zencaster n'existait pas, et même si ça avait existé, je pense qu'à l'époque on aurait priorisé le voyage. Nous, parce que nous c'est ce qu'on a fait. Hein. Zencaster existait, mais tu vois, 2018-19, on organisait des tournées pour faire 3, 4, 5 enregistrements en face à face. Hein. Ah ouais, non mais je trouve ça génial, tu vois. Là c'est top tout ça, mais c'est vrai que ça manque de ce côté convivialité où tu vas te prendre un café, manger un truc. Et t'inquiète, cet été, on va se croiser au Cosbarn. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Et je pense que on a tous hâte de retourner un peu dans ce rythme-là. Je sais pas dans quelles conditions ni à quelle période, mais en tout cas, on l'attend avec impatience. En tout cas, je pense que ça donne quand même une autre saveur au contenu, tu vois. On a beau dire ce qu'on veut, c'est super chouette, hein, mais ça donne pas la même finesse, tu vois, que du contenu physique, en fait. Même si c'est super chouette. Ça nous manque un peu, quoi. Mais ouais. On le comprend, évidemment. Et ok, donc tu faisais des tournées, t'embarquais un photographe ou t'en trouvais un là-bas? Non, parce que alors, après, les gens vont penser qu'on avait un budget de ouf, mais il faut savoir qu'un voyage à Los Angeles, comme on pouvait le faire, on prenait des billets qui nous coûtaient moins de 500 balles par tête. On dormait dans des trucs un peu pourraves et qui nous coûtaient vraiment pas cher. Et on faisait beaucoup de choses nous-mêmes. Pour ceux qui connaissent un peu la Californie, tu peux louer une bagnole une semaine pour $70, tu vois, donc c'est pas... et là-bas, tous les kilomètres sont illimités et l'essence est au prix d'un Kinder Surprise. Donc je pense que tu peux faire des choses assez sympas avec peu de budget. Et ensuite, du coup, on prenait des photographes ou des gens qui suivaient Swanson, qui avaient envie de travailler ou de proposer leur expertise, compétences pour expertise. Ouais. Et donc on jonglait entre des gens avec qui on avait vraiment envie de bosser, qui du coup nous coûtaient du budget, et des gens qui voulaient commencer et du coup voir leurs travaux publiés dans un magazine papier, et ça nous permettait de boucler un mag. Voilà. Et en termes de distribution, vous pensiez du coup à tout de suite, donc au digital, la communication avec les relais des invités, et on commandait son magazine papier sur Internet. Ouais, alors on a eu les deux. En fait, on est arrivé dans un univers qu'on connaissait pas, qui est très codé. Voilà, univers éditorial, journalistique.
Et en fait, je pense que ce qu'a fait la force de Swanson aussi, c'est au final de se détacher de cet univers-là, qui est, tu vois, c'est un peu, alors, on en pense qu'on veut, mais c'est un peu ce que le taxi est au Uber, tu vois. Quand à l'époque Uber est arrivé, ça a pété un peu. Hmm. Mais tu vois, quand dans Des l'univers monopoles. ouais, alors même sans, tu vois, me parler de monopole, mais plus culturellement, en fait, nous, on a commencé à bosser avec des journalistes, avec des pigistes et tout, et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux étaient quand même encore sur des vieux modèles, tu vois, et des modèles qui tiennent pas et qui pourraient pas tenir et qui font que la presse est ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, on l'a compris aussi par la suite, mais et du coup, on s'est vite détaché de ce modèle-là, euh, parce qu'effectivement, quand on te fait enfin, payer une pige X centaines ou milliers d'euros et que ton mag, dans tous les cas, les gens en achètent très peu ou à minima pas sur le modèle qu'on connaissait de distribution classique, tu vois. Ou alors, parce que la particularité qu'on avait avec Swanson Mag, c'est que on avait peu ou pas de sponsoring dedans, dans le mag. Oui. Donc, tu vois, c'était un magazine sans publicité quasi. On en avait deux pubs et c'est tout. Et effectivement, quand tu as des pigistes qui ont l'habitude de te faire payer ce qu'un magazine a l'habitude de payer parce qu'il est sponsorisé et qu'il est blindé de pubs dégueulasses et qui sont en opposition totale avec les valeurs du mag, chacun fait ce qu'il veut. Nous, tu vois, on se disait, mais on peut pas aller coller une pub de je ne sais quelle marque d'alcool alors que tu mets un sportif à gauche qui est en train de... Enfin bref. Et oui, effectivement, les marques d'alcool, c'était les premiers à payer. On a eu des propositions où ils te filent 10 ou 15 000 balles pour être dans le mag. Maintenant, on ne pouvait pas le faire d'un point de vue éthique. Et du coup, ça ne nous permettait pas de rentrer dans un modèle classique éditorial, tu vois, Ouais, et du coup, où on allait... il a fallu innover et se creuser la tête. Ouais, exactement. Et puis, du coup, rentrer en conflit avec un modèle où on a bossé avec des gens qui comprenaient pas ça, mais c'est juste qu'on n'était pas... on l'a fait au début, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas viable. Et donc, ça a froissé certains, mais en même temps, tu peux pas... on pouvait pas, en tout cas, faire continuer Swanson Mag dans des circonstances éditoriales classiques. Mais voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, vous avez imaginé un autre modèle ou en parallèle, déjà, il y avait cette idée de coworking à Audierne? On a commencé à amorcer un autre modèle. En fait, le modèle qu'on a amorcé, il est assez simple, hein, c'était de faire tout nous-mêmes. Et, 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 et c'est là où ça en froisse certains, parce que du coup, tu prends le job de quelqu'un d'autre. Toi, effectivement, ça, je le reconnais, et je le dis et redis, on n'a pas forcément l'expertise d'un expert métier, d'un journaliste, d'un pigiste, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on se démerde aussi parfois, et je pense qu'il ne faut pas en vouloir à ceux qui essayent de faire tout seuls. Faut plutôt essayer de les accompagner plutôt que de leur rentrer dedans et essayer de défendre un métier. Après, tu sais, c'est comme les hôteliers qui gueulent avec Airbnb, voilà, c'est deux choses différentes. Enfin, bref, on pourrait. Mais si tu veux, je suis plutôt dans l'accompagnement que dans la confrontation. Et après est né, oui, le projet de la Swanson House, où là, pour le coup, on a monté à la suite de ça, dès qu'on a optimisé un peu le mag, on a pu aussi avoir ce souffle qui nous a permis de lancer et de se pencher sur Swanson House. Là où, pour le coup, c'était un projet beaucoup plus ambitieux, qui demandait de l'argent et qui nécessitait un modèle économique sérieux qui ne pouvait pas reposer que sur nos épaules et sur nos finances et parce que voilà, Swanson Mag, c'était aussi un projet plaisir. On savait que si ça fonctionnait pas, c'était pas très grave. Nous, on avait mis un peu de notre thune dedans parce qu'on voulait le voir sortir. Et puis moi, j'avais vraiment envie de me dire, j'ai trop envie de faire un magazine papier. Maintenant, j'en vends, tant mieux. J'en vends pas, j'arrêterai. Et puis, je l'aurais fait, quoi. Et puis, je savais quelle enveloppe je pouvais attribuer à ça. Et voilà. Autant et Swanson House différemment. Mais... Et du coup, au moment où vous trouvez cet équilibre, cette rentabilité, il y a combien de tirages sur le magazine? On est monté jusqu'à 20 000 copies. Ouais. Et après, on est redescendu à 5 000 copies, tu vois. Ok. Il y a eu un moment où, en fait, je pense qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre. Parce qu'on commençait à avoir pas mal de shops qui vendaient
un peu partout en Europe, un petit peu aux US. On s'est dit, OK, on continue sur la lignée. En fait, ça nous a immobilisé beaucoup d'argent, en impression notamment. Et en fait, on s'est dit, bah écoute, vaut mieux qu'on vende tout ce qu'on a, qu'on se contente de vendre tout ce qu'on a à chaque fois. Donc, on réduit un peu et puis on verra, quoi. Et donc ça, c'est volume... à partir de quel volume? Volume 1, vous pensez? En fait, on a eu le volume 0, volume 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, c'est ça. Donc 5 volumes au total. Et à partir du volume 1, après le volume 1, on a bossé sur le volume 2. Le volume 2, on était encore en transition. On avait beaucoup allégé les coûts. On travaillait encore avec des personnes de l'équipe précédente. Et ensuite, on a complètement coupé et on a continué en interne le volume 3, 4, quoi. En gros, c'était ça. Et donc, comment vous structurez, du coup, on va dire financièrement? Peut-être vous faites rentrer des co-investisseurs, des associés ou du financement pour Swanson House? Ouais, alors Swanson House, la première, ça a été au début pas d'investisseurs, ça a été du prêt bancaire. En gros, on a financé avec nos fonds propres. Parce que, juste pour rappel, vous louez. Vous n'étiez pas propriétaire. Non, Swanson House d'Audierne. Donc en fait, à l'époque, moi, je cherche un lieu dans la baie d'Audierne. La mairie d'Audierne nous propose un bâtiment. Sur ce bâtiment, on fait ce qu'on appelle un bail dérogatoire. Donc un bail dérogatoire, c'est 3 ans d'essai. Et à l'issue de ces 3 ans, ça se transforme en bail commercial. Puis du coup, pour nous, c'était une manière de se présenter aussi à la mairie. Et pour la mairie, à l'époque, tu vois, d'accueillir un espace de coworking. On n'est pas à Paris, on est en région. C'était quelque chose de nouveau, donc c'était un test aussi pour eux. Donc non, pas propriétaire, locataire. Et le deal, c'est assez simple, c'est que nous, on investit dans Swanson House. Le bâtiment était à l'abandon. Donc il y avait pas mal de travaux à faire de réhabilitation. Donc en gros, nous on met notre argent sur la table et puis avec cet argent, ce qui nous sert d'apport, on génère un prêt bancaire pour financer des travaux. Quelle enveloppe en gros? 200 000? Ouais, c'était moins que ça, c'était 150 000 balles, je crois. Ok. Ou 160 peut-être. C'est même sûr, 160 000 euros. Avec ces 160 000 euros, donc on finance les travaux et la réhabilitation du lieu. Et donc voilà, après et avant de lancer, reste, en fait, avant de lancer les travaux, est-ce que vous aviez fait un petit tour de un petit test, une petite je sais pas, une landing page en disant, ou un tour de réseau en disant qui vient si on fait ça cet été, ou surtout l'année en pleine année scolaire, ou voilà. Alors pour le coup, pour être totalement transparent, on n'a pas du tout fait de test. Par contre, on a fait des landing pages à gogo, tu vois, en disant la Swanson House, elle arrive, quoi. Donc nous, on ouvrait la Swanson House quoi qu'il arrive, sachant que le modèle de départ, quand je revois les premiers business plans qu'on avait pu faire, c'était assez basique. On avait un loyer de prêt qui tombait tous les mois. On avait un loyer locatif qui tombait tous les mois. On avait Charles et moi et un budget marketing et puis l'eau, les lecs, et donc c'était pas non plus énorme. Après là, on a sous-évalué un peu le bazar, c'est que il y a toute cette notion marketing pour faire venir des gens de Paris, où là pour le coup il fallait faire beaucoup pour faire venir les gens jusqu'au fin fond, parce qu'on est au bout du monde là quand on est. Faut savoir qu'Audierne, c'est le point, enfin pas Audierne, mais la pointe du Raz, c'est le point le plus à l'ouest de l'Europe. Donc ça donne une petite idée de où on était situé. Et ouais, il fallait beaucoup d'efforts marketing pour faire venir les gens. Et c'est là-dessus où on a dépensé pas mal d'argent aussi, avant de trouver un modèle. Parce qu'on a tout testé en fait via cette Swanson House. On a testé, on a lancé un espace de coworking avec des bureaux, location sur un modèle de cowork classique que tu peux connaître, location à la journée, à la semaine, au mois. On a tout analysé, on a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. On a fait beaucoup de contenu, des workshops, des ateliers, ce qu'on appelle des retraites. Donc on a fait des séjours thématisés de 2-3 jours où tu pouvais venir. Nous, on créait le contenu, on avait des conférences, en même temps, tu pouvais aller surfer, faire du yoga. On a fait des séminaires d'entreprise. Donc, en fait, vu qu'il n'y avait pas d'équivalent,
À la Swanson House, clairement, il n'y avait pas de lieu comme ça en 2016, là. T'avais la Mutinerie qui faisait ça, qui était un lieu un peu, ce qu'ils appellent un tiers-lieu dans une zone rurale. Mais en zone rurale comme nous, clairement, il n'y avait que Swanson, en France en tout cas. Après, tu as des acteurs comme Outside ou autres qui ont commencé à débarquer, notamment à Biarritz, mais ça restait Biarritz. Biarritz, il y a du volume. Donc, tu as quand même une communauté présente naturellement, organiquement. Là où c'était pas notre cas. Nous, c'était vraiment un lieu retiré et c'était des gens de l'extérieur qui venaient chez nous. Tu venais chez Swanson, tu passais pas chez Swanson, quoi, tu vois. Oui. Donc, oui, on comprend la différence. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a attiré du coup le plus, ou qu'est-ce qui a été le plus fort? Le plus fort, ça a été clairement les retraites. En fait, la particularité, c'était les retraites. Et en fait, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, on faisait des retraites sur des thèmes autour de la créativité et de l'entrepreneuriat. Les deux. Ça pouvait être comment devenir photographe ou comment lever des fonds. Et là, tu avais combien? 10, 15, 20 places? Ouais, à chaque fois, on tournait aux alentours de 15 participants. Ok. Et en fait, l'analyse qu'on a fait là-dessus, c'est que, franchement, le produit fonctionne. Maintenant, le problème, c'est qu'on captait pas toute la valeur d'un séjour. La valeur d'un séjour, c'est quoi? C'est le contenu, c'est le lieu, c'est la bouffe et c'est l'hébergement. Et en fait, nous, il nous en manquait deux, là où il y a quand même une grosse partie de la marge, c'est l'hébergement et la bouffe. Et ça, on s'est dit, en fait, quand nous, on faisait nos retraites, alors moi, je suis super heureux pour tous ceux qui ont bossé avec nous là-dessus et tous les partenaires avec qui on a bossé. Mais en fait, la majorité de la valeur retournait sur les nos partenaires. Les gîtes ou les... Pour l'hôtellerie, pour les gîtes, pour la bouffe. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'était... c'est super. Maintenant, tu vois, là, je suis en train de bosser sur un truc parce que j'aimerais bien faire un espèce de post-mortem sur Swanson et où je suis retourné un peu sur les chiffres de ce qu'on a pu apporter au territoire, tu vois, et aux acteurs et à nos partenaires. Et tu vois, ne serait-ce que par exemple en bouffe, les 4 actifs. Swanson, c'est 5 ans et c'est 4 ans de Swanson House. Oui. Les 4 ans de Swanson House en restauration, c'est plus de 230 000 euros générés. Sur Audierne, sur le territoire. Sur Audierne. Et ça, c'est ce qui se passait in-house, donc dans les murs de Swanson. C'est pas ce que toi, tu allais consommer si tu venais chez nous et que tu allais bouffer le soir, je sais pas où, ou le midi, ou machin. Ça, on le mesure pas. Mais en tout cas, tu vois, ces chiffres-là, ça te donne une idée de ce que nous, on captait pas, donc ce qu'on crée pour le... Et mine de rien, en fait, ce qui nous dérangeait, c'était pas qu'on le captait pas, c'est qu'en plus de ça, c'était une cassure dans l'expérience client. Oui. C'est-à-dire que autant il y avait des partenaires avec qui moi j'avais une confiance aveugle parce qu'ils étaient en adéquation avec Swanson et que quand les gens faisaient la démarche de venir chez Swanson avec l'ADN que tu connais et cet univers-là, dans l'assiette, il fallait qu'on retrouve la même chose, tu vois. Et certains prestats n'étaient pas du tout en adéquation avec Swanson, donc ça créait une cassure dans l'expérience. Et pour nous, on se disait, mais il manque quelque chose, quoi. Donc il nous manque, et sur l'hébergement, c'est pareil. Si tu signes pour venir dans un espace comme le nôtre, vue mer, avec la déco qu'on avait, avec cet univers, avec cette proximité, ce sens de l'hospitalité, quoi. Ouais. Et si tu le retrouves pas au moment où tu vas te coucher le soir, putain, c'est con, quoi. Tu vois, il manque quelque chose. Et c'est là où on a fait. Donc on a compris que le produit fonctionnait. Et là, on est passé dans la phase où il fallait qu'on optimise le produit, en fait. Une fois qu'on avait testé, on avait vu que ça fonctionnait, que les retraites, c'était clairement la clé. Il fallait qu'on optimise ce produit. Et donc, les 2 axes d'optimisation, c'était l'hébergement, la restauration, entre guillemets, tu vois. En tout cas, c'était pension complète, tout compris, quoi. C'est ça. En interne. C'était de dire, en fait, nous, le taf de Swanson House, c'est certes de vendre un lieu, mais c'est surtout de vendre une expérience et de proposer une expérience. Et en fait, l'expérience, à partir du moment où tu parles d'une expérience, c'est du matin où tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches. Et ça, je l'avais souvent dit à l'équipe aussi, mais tu vois, le trajet qu'on avait de la gare à la Swanson House, c'était un frein. Il fallait une navette, il fallait aussi une expérience. Ouais, il fallait un truc qui commence. Et en fait, tu vois, on n'avait pas de thunes. On se disait, mais
comment on peut optimiser ces 40 minutes de bus, parce que t'avais des groupes qui arrivaient en bus, en minibus ou en voiture, ou en taxi. Mais on s'est dit, à minima, sur tout ce qui est minibus et bus, faut que l'expérience, elle commence quand tu descends du TGV, tu vois. Et donc, on avait mis en place, tu sais, des écrans vidéo avec une vidéo qui tournait dans le trajet, avec tout ce que tu pouvais voir dans Swanson Magazine, des vidéos de surf qu'on avait tournées, des interviews, des machins, et en fait, et le magazine Swanson, tu vois. Et en fait, on s'était dit, putain, on a tout ça en stock, on l'exploite pas, et ça peut nous servir à combler les trous, tu vois. Recyclage de contenu et valorisation, surtout de tout ce contenu déjà créé, quoi. Exactement. Et tu vois, tous ces points de contact qu'on essaie d'optimiser pour justement faire en sorte que l'expérience soit plus forte. Et du coup, c'est comme ça. Ouais, du coup, vous allez avoir la possibilité de créer une maison, une Swanson House, avec l'hébergement compris. Ouais, après, on a bossé longuement sur... en fait, et là, on a atterri dans un univers qu'on connaissait pas du tout, qui est celui de l'immobilier, en fait. Tu vois, Alors, il y a immobilier et immobilier. Il y a l'immobilier de quand on veut acheter une maison en perso ou faire un projet à taille humaine. Et puis, il y a l'immobilier quand tu veux faire de l'hôtellerie, en fait. Et là, du coup, on a dû apprendre ce qu'était l'immobilier hôtelier et comment ça fonctionnait économiquement, comment ça fonctionnait structurellement, parce que tu n'achètes pas un hôtel comme tu achètes une maison. Non. Et tout ça, en fait, on l'a appris à travers différents projets, parce que ça a commencé, tu sais, entre le moment où tu spots un lieu et tu te dis, bah ça, je veux que ce soit la Swanson House. Donc tu te penches dessus, entre l'acquisition, les travaux, et en fait, tu passes un temps fou là-dessus avant de savoir si c'est faisable, en fait. Oui. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est assez long et chronophage parce que il n'y a pas un projet qui se ressemble selon la baraque ou le lieu que tu veux. Donc tu recommences à chaque fois. Et ça, on l'a fait 3-4 fois avant d'arriver sur un projet viable. Mais du coup, à chaque fois, tu dépenses un pognon monstre. Donc on s'est beaucoup mis à... Au final, on a été... avec du recul, on a été très vite sur un... Parfois, on a été trop vite, je pense, sur cet univers-là, parce qu'on s'est pas rendu compte du pognon que ça pouvait nous coûter, ne serait-ce que de réfléchir ou de penser à une extension. Ça, on s'en est rendu compte une fois qu'on l'avait fait. Mais on s'est mis à risque beaucoup, et c'est à ce moment-là où on a commencé on a fait rentrer des invests associés pour développer cette partie-là. Vous avez fait rentrer combien ? Vous avez levé combien ? Tu vois, on a levé peanuts, on a levé 200... Juste pour 250 000 pour euros. amener un peu plus une bouffée avec pour amener du cash ouais. Et en fait, c'était que des amis associés, mais c'était pour apporter du cash à la boîte pour absorber cette réflexion et ce développement. Et puis après, au final, ça a été un pied à l'étrier pour aller lever d'autres fonds sur l'acquisition d'un lieu. Ok. Donc vous avez acheté un bâtiment en quelle année ? On a voulu acheter, en fait. Ok. Pour faire court, entre-temps, on a vu qu'on mettait du temps à sortir un bâtiment. Donc on s'est associé avec d'autres gens ailleurs pour ouvrir d'autres Swanson House. Ok, ouais, c'est ça. En gros, moi, tu vois, je me disais, si on a qu'un truc en Bretagne, les gens qui viennent chez nous sont des gens qui voyagent, il faut qu'on arrive à leur proposer aussi d'autres lieux. Et en fait, on a entre guillemets franchisé Swanson House, et on a ouvert une au Portugal et une en Espagne. Donc ça, c'était super cool parce qu'au final, c'était un modèle qui était assez sympathique dans le sens où tu dépenses pas beaucoup d'argent. T'as des porteurs de projets qui, eux, ont envie d'ouvrir un hôtel et sur lequel ils n'ont pas forcément le savoir. Le concept et la marque et la com, donc nous on leur fournissait tout ça et puis on bossait tous ensemble, donc ça c'était super cool. Et nous pendant ce temps-là on se disait ok, là nous on bosse pour l'acquisition de notre propre lieu en France et en Bretagne, et en fait on a identifié un hôtel et c'était l'hôtel parfait, quoi. Tu vois, on avait un truc au bord de l'océan et en fait du coup là pour le coup on s'est mis en mode ok, on bosse pour acheter cet hôtel là, pour développer Swanson House là-dedans. Et du coup, on va lever des fonds en conséquence, quoi. Et là, en fait, on s'est retrouvé propulsé dans
projet pour nous, alors pas pour d'autres, mais pour nous qui était assez costaud. C'est un hôtel qui était à vendre 1,5 million et qui nécessitait 1,5 million de travaux. Tu vois. Okay. Donc on partait sur un projet à 3 millions d'euros, alors que on savait pas ce qu'on faisait. Enfin, avec du recul, on savait pas ce qu'on faisait encore, comment on allait mener ce projet à bien, quoi. Mais c'est en même temps le fait de pas savoir qui nous a poussé à y aller, quoi. Sinon on n'y serait pas allé. Mais en gros, pour réduire un peu, ça c'est ce qui a été l'histoire de Swanson en off. Tout ce que les gens voyaient pas, parce que tu vois, t'avais Swanson que tu voyais, donc la Swanson House, tout le contenu, et ça, faut savoir que c'était nous qui le faisions. Donc, en plus de pas tout 10, ça. Hein. On n'était pas à 10, on était 3 ou 4. Donc, il y avait toute la phase visible de Swanson. Et puis, il y a eu toute cette histoire d'acquisition de cet hôtel qui a été juste un projet monstre mené par deux gus qui n'y connaissaient rien et qu'on dû apprendre en même temps. Et en fait, du coup, en gros, pour la faire courte, on a avant de lever les fonds, on a dû dépenser pas mal d'argent avec la caisse de Swanson pour faire les projets d'archi, projets d'avocat, parce qu'en fait, un projet comme ça, c'était juste monstrueux d'un point de vue administratif, tu vois. Et du coup, on a réussi à lever la partie, ce qu'on appelle equity, donc investisseur privé. Donc là, c'était le cash qu'il nous fallait en apport, donc quasi 1,3 million. Et ensuite, on avait le reste en dette bancaire, tu vois, donc en emprunt. Et l'emprunt, lui, généralement, te sert à financer les murs de l'hôtel, enfin du lieu, et aussi les travaux, quoi, si je dois faire ça. Ouais. Là où, en fait, tu vois, quand tu fais une acquisition, alors c'est soit tu achètes un bâtiment qui n'avait pas de fonds de commerce, et donc tu achètes juste les murs. Là, nous, en l'occurrence, c'était un hôtel qui était en activité, donc on avait il y avait aussi le fonds de commerce à aller chercher. Le fonds de commerce qu'on achetait mais qu'on tuait, parce qu'au final, on faisait pas la même. Donc tout ça, fallait le faire peser dans le modèle économique, donc ça a été un projet assez sport. Et c'est un projet qu'on a mis un peu moins d'1 an de négo, tu vois, mais en mode intense, vraiment intense, entre aller lever les fonds, en même temps tu négocies avec le proprio, et tu négocies avec les banques, et t'as tout ce truc, et après on a énormément appris, et tout ça pour dire qu'au final, on avait un pool bancaire de 3 banques. Ouais. Donc je peux le dire, hein, c'était la BNP, le Crédit Agricole et le CMB, Crédit Mutuel de Bretagne. Sur les 3, il y en a 2 qui nous ont suivis. Le 3e a refusé, et en fait ça a été château de cartes. Là, les 2 autres banques se sont barrées. On s'est retrouvés, nous, avec en gros notre levée de fonds avec nos invests, et à dire à tous nos invests, mais en fait on lève plus d'argent. Et ça, c'était en décembre 2019. Waouh. Et donc là, on se retrouve à se dire, en fait, ok, donc nous, on a fait l'avance. Mais on le savait, en fait, tu vois, on a pris un risque de dingue. Mais en gros, on avait fait l'avance de tous les frais de ce que... Consulting, archi, tout. Négo. Et clairement, on s'est mis à mal là-dessus. Donc bon, on se dit, c'est pas grave, on a quand même un peu de cash, on va se réinventer. On oublie cette histoire, on essaie de clôturer le truc, et faut se bouger le cul, faut refaire du cash avec Swanson, et faut qu'on refasse du CA, parce que le problème dans tout ça, et c'est là où si c'était à refaire, je pense qu'on a été beaucoup trop tôt dans ce développement-là, mais si c'était à refaire, c'est d'avoir vraiment une solidité. Il faut attendre 3, 4, 5 ans d'exercice, solidifier un premier modèle, quoi. Ouais, et en même temps, tu sais, en fait, le paradoxe de tout ça, c'est que même quand je m'entends, tu vois, je me dis, là, il aurait fallu attendre, et quand j'y pense, je me dis, mais en même temps, si t'attends, c'est un autre qui va le faire, tu vois. Bah oui. Et toi, tu peux te mettre à risque aussi, donc il y a un moment, faut aussi y aller. Prendre des risques. Là, c'est pas passé, ça passera une prochaine fois, ou c'est passé avant. Mais tu vois, enfin, c'est le paradoxal, parce que si je devais le refaire, je le ferais pas. Et en même temps, de m'entendre dire ça, je me dis, en fait, si je referais pareil. Mais oui, en tout cas, on s'est mis à risque. On s'est dit, faut redévelopper de l'activité, parce que nous, pendant ce temps-là, en vrai, entre
ce qui tournait déjà chez Swenson, il fallait faire tourner le quotidien. On bossait au taquet sur ce développement. Bah, clairement, on n'était pas sur le développement du chiffre d'affaires comme on devait l'être. Et en fait, 2 mois et 15 jours plus tard, on était confinés. Ouais. Et sachant que le mois de janvier et février à la Swenson House, c'est genre des périodes creuses, tu vois. Il n'y a rien. En Bretagne, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le 15 janvier, on était en mode... le début mars, c'est en mode l'activité qui repart. Et la Covid. Et boum. Et en fait, c'est aussi la période où on a... Tu vois, là, on disait, ça faisait 2 jours qu'on était confinés, 3 jours qu'on était confinés il y a 1 an. Et hier, tu sais, sur Facebook, ils te poussent les souvenirs. Ouais. Et nous, le 17 mars, on lançait notre série de live Instagram avec Swenson. Mais c'était le 17 mars, c'était pas le 17 avril, tu vois. 2 jours après, on a contacté tous les gens du mag. On s'est dit, putain, on est fermé, faut qu'on se mette à faire du contenu online au taquet. Et en fait, ça, on a réussi à le monétiser assez rapidement. Et c'est je sais pas comment, c'est ce qui nous a permis de tenir, de tenir fermé, tu vois. Et donc, c'est comme ça que The Cabin arrive ? Exactement. C'est comme ça que, en fait, tu vois, là, mais en même temps, on se retrouve sans rien. Donc, c'est là où tu es obligé de réfléchir, tu vois. Je me dis, putain, mais on a vraiment enchaîné. Et la bonne chose dans tout ça, c'est qu'on devait acheter un hôtel 3 mois dont avant. On devait être propriétaire 3 mois avant. Et on devait être propriétaire officiellement en mars. Ouais. Je me dis, putain, on récupère un truc avec 1,5 million de dettes sur la gueule qui ne peut pas ouvrir. Faut se rappeler qu'en mars 2020, on n'avait pas encore le stress du début du mois de mars, il n'y avait pas encore ces sujets de dette Covid ou de chômage partiel. C'était panique à bord, tu vois. Le cash sort toujours, les banques elles ont été assez réactives et tout pour suspendre les prêts, tout ça. Mais je me dis, putain, mais comment on aurait fait financièrement avec un truc où tu sais que tu as 1,5 de dette sur la gueule, que tu peux pas ouvrir, tu peux pas faire tes travaux, tu peux rien faire. Je me dis, mais en fait, ça pouvait pas mieux tomber, tu vois. Donc le truc, c'est pas fait. On se retrouve sans ce projet. Et du coup, à se réinventer parce on peut pas être plus bas que là où on était. On avait plus de cash. Moi, je réinjectais dans la boîte, mais tu vois, je me suis pas payé sur Swenson. J'ai dû me payer, ça les gens, tu vois, j'ai dû me payer 7-8 mois sur les 50 Swenson, tu vois. C'est mes boîtes précédentes qui m'ont permis de vivre. Alors, la prio, c'était de créer de la valeur pour moi. C'était pas de m'enrichir sur ce projet. Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai plus été un investisseur pour le territoire qu'un entrepreneur sur le territoire. Mais c'est OK parce que ce qui est pas bien du tout non plus. Hein. Ouais, c'est OK pour l'expérience. Toi, t'es OK avec toi-même là-dessus. Bah, t'es OK jusqu'à temps que t'aies du cash. Quand on a pu, quand tu vois que ça commence à vraiment diminuer et que ça devient problématique, t'es plus forcément OK. Et d'où la décision en octobre. Ouais, en fait, tout ça est lié, tu vois. C'est que donc on lance, tu vois, The Cabin, tout ce truc-là. Franchement, ça prend. Tu vois, on se dit putain, mais l'avenir de Swenson, bon bah c'est fini. Tu vois, les lieux physiques, c'est plié, et on lance cette plateforme en ligne. Au final, on réouvre au mois de mai. Ouais. Et là, on se fait démonter en coworking parce que tous les Parisiens se sont barrés et sont tous chez nous. Donc, on n'a jamais été complet. Tu vois, jamais. En 5 ans d'activité, on n'a jamais été complet à la Swenson House. Là, on était. Mais je plaçais des gens sur des bouts de table et je me disais, putain, mais c'est génial. Tu vois, le truc, c'est bon. En fait, c'était l'histoire de 2 mois. Et puis là, quand même. Activité qui reprend, on se dit avec le Covid, les gens vont beaucoup plus bouger de Paris. Nous, on avait des échos comme quoi les baraques se vendaient pas mal, tu vois, dans le coin. Et là, du coup, je vois avec mes actionnaires, on dit, bon, bah, on remet un peu au pot, on réinvestit dans la boîte, et go, on y retourne, quoi. Et en fait, mon bail avec la mairie se terminait en novembre. Enfin, devenait un bail commercial. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la mairie, je ne sais comment, me sort un truc du chapeau comme quoi on peut pas faire de bail commercial. Sauf qu'en fait, on a toujours été sur un bail dérogatoire et que ce bail qu'on a eu pendant toute cette activité n'aurait jamais dû être signé. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, moi,
les mecs t'annoncent avec un texte qui est même pas sorti et qu'on attend toujours, que j'attends toujours. Si jamais ils écoutent un jour, tu vois, je pense que les avocats le savent et eux ils le savent, mais en gros, ils nous disent que le bail qui avait été signé avec l'ancienne mairie n'aurait jamais dû être signé. Donc on se retrouve, pour pas être à la rue, avec ce qu'on appelle une autorisation d'occupation. Oui. Donc les mecs me font signer un papier comme quoi j'ai le droit d'être là où je suis. Et qui dit pas de bail commercial dit pas de valeur commerciale. Donc on se retrouve avec une absence de fonds ou de fonds de commerce à valoriser pour la boîte. Et donc là, en gros, tu vois, c'était la cerise sur le gâteau. On se dit, bon, il y a un moment où faut peut-être pas s'acharner non plus. On a des gens qui... la mairie venait de changer, hein, tu vois, les maires changeaient au mois de mai. Et si tu veux, la mairie change, forcément, t'es plus dans le même confort non plus. Parce que moi, ça a été un changement de maire. C'était pas le même maire qui m'avait fait rentrer dans le bâtiment. Et du coup, avec une approche différente. Moi, je peux pas lui en vouloir, tu vois ce que je dis toujours. Hein, je leur en veux pas à la mairie, hein, parce que c'est un sujet de. Je suis désolé, j'ai une petite visite de. Je vais fermer la porte vite fait. J'arrive. Vas-y. Il est venu me dire bonjour. Hop. Mais ouais, ce que je te disais, c'est qu'en gros, je peux pas leur en vouloir parce qu'on parle pas la même langue. On peut pas demander à des personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs de parler entrepreneuriat. C'est sûr. C'est délicat, mais voilà. Et en fait, ça, on s'est dit bon, il y a un moment, on va pas s'acharner. On a quand même cette histoire de Covid, plus cette histoire de bail commercial où là, on peut plus rien faire. Nous, on avait investi 150 000 balles, plus des fonds propres dans un truc où on pouvait pas, où on récupérerait pas quoi que ce soit. Ouais, il y avait aucune valorisation, donc bon, faut être lucide à partir d'un moment. Et du coup, c'est toi qui te met dans cette lucidité, ou c'est aussi l'entourage, l'équipe? Comment cette décision elle est prise en octobre? Alors, juste pour je veux juste préciser un truc, c'est que pour cette histoire, parce qu'il y en a pas mal qui me disent ouais, mais un bail dérogatoire, quand tu sors de là, ils auraient pu te mettre dehors et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bail commercial avait été signé devant notaire. Donc nous, on avait signé, on avait un papier qui disait c'est bon, on a notre bail commercial. Donc pour moi, tu vois, le truc était plié et on avançait. C'est juste après ça où ils sont revenus en me disant que c'était plus possible. C'est pas que c'était pas possible, c'est que c'était plus possible. Et si tu veux, là, c'est compliqué parce que du coup, tu te dis, t'as quand même un élément juridique, tu vois, qui te dit que tu peux continuer, tu peux y aller. Maintenant, en fait, tu t'attaques à qui? Tu t'attaques à l'État, parce qu'une mairie, c'est l'État. Est-ce que la boîte a les ronds pour le faire? Non. Tu vois, est-ce que je peux me prendre un avocat et partir pour 4 ans de procédure? Non, franchement. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que ça vaut le coup? Ça pourrait, ça le vaut plus parce que moi j'étais épuisé aussi, tu vois, t'es un peu fatigué de tout ça. Et après, alors l'entourage, moi je pense que l'entourage peut difficilement comprendre ce que tu vis, tu vois, et ont tendance à vouloir bien faire à chaque fois, tu vois, de te dire oui, continue ou continue pas, et au final ils te suivent un peu dans ce qui est normal, hein. Mais non, pour en revenir à ce que je te disais au début, c'est qu'il y a un moment quand t'injectes, tu vois, c'est pas viable non plus. C'est bien de le faire pour les autres, il y a un moment il faut aussi le faire pour soi. Et moi, de faire vivre les autres, c'est super, je l'ai fait pendant 4-5 ans. Maintenant, il y a un moment il fallait que je pense à moi aussi et à tout ça. Et je pense que j'étais plus en capacité d'accepter le fait d'investir dans ma boîte ou de continuer à faire vivre un projet pour les autres. Et puis ça devenait trop compliqué. On n'en a pas parlé, mais du coup, si tu es papa d'un petit gars qui a 5 ans, ça correspond à l'arrivée en Bretagne? Ouais, exactement. Ok, donc lui, il a vu toute l'aventure Swenson. Ah, lui, il est né là-bas, quoi. Il a appris à marcher quasi dans le couloir chez Swenson. Donc
c'est là où c'est en fait la difficulté de ce projet, parce qu'il y a plein de gens qui, tu vois, qui sont de très bons conseils, qui vont te dire non mais c'est bon, tu fermes la boîte, tu passes à autre chose. Mais Swanson, c'était pas une boîte comme une autre, tu vois. Swanson, c'est une boîte avec il y avait Il y beaucoup avait de une choses âme. là-dedans, tu vois. Il y avait une âme, on l'a fait pour quand tu vois le territoire sur lequel on était, ce que ça a créé, ce qu'on y a fait, ce que les gens ont fait dans Swanson et ce qu'ils ont fait de Swanson aussi, tu vois. C'était très familial, très amical. Euh, et du coup, ça rend les choses encore plus compliquées quand tu dois prendre des Ouais. décisions, tu vois. Et parce que aussi, en fait, on était tellement bah, t'as le Swanson que tu vois sur les réseaux sociaux, et puis t'as le Swanson qu'on vivait localement. Swanson, c'était un totem pour nous, pour la bande de potes, pour tous les gens quoi, qui étaient autour de, enfin, qui vivaient à Audierne de notre génération ou quoi. Ça a été notre lieu C'était le de QG, quoi. rassemblement, tu Ouais. vois. C'était le QG. C'est là où on a fait, enfin, on a fait venir tous ces gens super chouettes. Il y a eu plein d'histoires, des gens qui se sont installés grâce à Swanson. Enfin, il y a eu plein de trucs où ça rend les choses beaucoup plus difficiles à gérer ou à accepter par la suite quand tu prends la décision de fermer. Ça a été super dur, en fait. Tu vois, moi, ça, j'ai, j'ai, j'ai eu du mal à, ouais, heureusement, en fait, je l'ai fait au bon moment, mais j'ai eu du mal à m'en séparer, en tout cas, tu vois. Même encore maintenant, au final, tu vois, ça reste ouais, ça reste un truc un peu compliqué. Mais bon, c'est comme On ça. le sent et franchement, j'imagine toutes ces étapes-là. Euh, et Charles, du coup, part au moment où le projet avec l'hôtel se fait pas. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Donc tu te C'est retrouves ça. tout seul en 2020 pour gérer tout ça. Ouais, ouais. Après, une fois de plus, hein, c'est une décision qu'on avait prise ensemble avec Charles, enfin Oui, que oui. lui avait initié, mais c'est pas du tout. Enfin, là-dessus, je veux pas le mettre en porte-à-faux sur quoi que ce soit. C'est vraiment, je pense que c'était au contraire bon pour Swanson et fallait que ça se passe comme ça et c'était très bien comme ça. Mais oui, du coup, tu te retrouves tout seul dans la gestion de tout ça. Euh, Après, je me suis jamais, enfin, le fait de me retrouver tout seul, c'est pas, ça rend les choses. Après, j'avais quand même mes actionnaires et associés, tu vois, avec qui j'ai changé beaucoup et qui ont toujours été présents, tu vois. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ouais, ça rend les choses un peu plus sport, mais bon, ça se fait quoi. Et donc c'est toi qui leur annonce en premier. Tu leur dis bon là c'est bon. Je sais pas, c'était en septembre ou c'était le 3 octobre et que tu dis bon demain je ferme tout. Bah du coup, il y a une grosse analyse de la situation qui se fait aussi, c'est que tu fermes pas une boîte comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était, bah, en fait, c'est quand tu vois, c'était déjà de faire une analyse de ce qui se passait, ce qu'il allait tomber financièrement, qui était encore en place. Moi, j'avais des coworkers, tout ça, donc il a fallu que j'arrête l'activité avant d'arrêter la boîte. Oui. Donc en fait, on a fait un choix d'arrêter Swanson, l'activité, pour que je puisse avoir le temps de traiter tout ce qu'il y a derrière, donc tout l'administratif et tout. Et en fait, du coup, on a fait le choix de fermer les portes de la house le 4 octobre, mais en gros, la fermeture de Swanson s'est réellement faite fin décembre, tu vois. Euh, Pendant ce temps-là, bah, il y avait plein de choses à solder. La boîte était, c'est pas une, là-dessus, je suis assez à l'aise, mais si ça peut aider d'autres gens, mais sur des sujets de fermeture de boîte, mais euh, la boîte avait très peu de dettes. Moi, ce que je voulais, c'est que, bah voilà, tu vois, moi, mes salariés sont partis avec un licenciement économique, mais qui dit licenciement économique dit quand même du cash Oui. que la boîte doit avoir. Donc ça, moi, c'était d'assurer ça en prio. Tout propre Certains quoi. d'entre eux, bah, c'est Sortir tout propre. proprement. C'était, ouais, tu vois, le dernier qui est sorti, c'est Arthur, qui était chez nous. Bah, Arthur, c'est moi qui ai payé, tu vois, une partie de ce qui devait se faire. Ça, tu vois, il y a 2-3 trucs fournisseurs, pareil, je les ai payés en propre.
Et pour être clair, tu vois, il y a encore une partie d'une facture qui doit être une facture de 900 balles, tu vois, on parle de 900 € sur la fermeture de la boîte, que j'ai de côté et que je me suis engagé à, tu vois, à régler personnellement. Rien ne m'y oblige, rien ne m'y obligeait, tu vois. Quand tu fermes une boîte, c'est un peu la boîte qui peut c'est la boîte qui gère ça, mais tu vois, j'ai vraiment envie de me dire que si je marche dans la rue et que je croise quelqu'un avec qui j'ai bossé, donc ça, tu vois, c'est le dernier petit truc qui reste sur Swanson, et le reste, c'était le prêt bancaire, mais avec lequel on avait une garantie BPI, donc qui a été payé, hein. Pour ceux qui connaissent, une garantie BPI, c'est pas gratuit. Non. C'est quelque chose qui coûte au départ. C'est comme une mutuelle. On est content de se faire rembourser nos chicots, mais au final, on les a payés au début. C'est un peu la même chose avec une garantie BPI sur un prêt bancaire. Je tiens à le souligner parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier, et il y a un côté très culpabilisant quand tu fermes une boîte avec une dette bancaire. Je dis pas qu'il faut y aller, hein. Mais c'est juste qu'il faut pas oublier que des services que tu peux avoir, notamment ce sujet de garantie BPI, ça t'aide. C'est là aussi pour t'accompagner dans des... Tu vois, moi, ça a été un stress de ouf de me dire, mais attends, il reste encore un Chrome à payer. Comment on fait? Moi, j'ai pas envie d'être interdit bancaire, ou je suis pas caution perso, mais je me disais, faut que je le rembourse, ce truc, tu vois. Donc moi, je vais rembourser le prêt. Maintenant, en fait, tu te dis, non, parce que la boîte, il y a une garantie qu'on avait posée dessus, donc moi ça me permettait aussi de souffler un peu, même si consciemment t'es pas du tout à l'aise avec ce truc là, tu vois, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé, et voilà, toute cette phase là, elle est pas drôle du tout, en fait, tu vois. C'est assez compliqué de voir ton bébé un peu tu vois, tomber, quoi. Surtout que nous, c'était un lieu de vie, donc les fois où je devais retourner là-bas, où tu vois le truc qui est à l'arrêt total, tu vois, on a vendu tout ce qu'il y avait là-bas, hein. Donc faire la vente des meubles, on a fait une vente aux enchères. C'est le truc le plus horrible pour moi, tu vois, de voir. Ouais, c'est glauque, tu vois, de voir. En même temps, c'est le jeu, tu vois, mais de voir l'énergie qu'on a mis là-dedans et l'âme qu'on a voulu y mettre, et de voir des choses partir. Et puis j'ai voulu faire ça dans les règles de l'art, donc j'ai tout laissé et fait en sorte que ce soit fait proprement. Après, il y en a d'autres qui auraient fait ça autrement, mais ouais, c'était assez dur. Toi. Bravo à toi d'avoir été jusqu'au bout, et bravo à toi, merci pour toute cette transparence. Mais du coup, moi, j'ai tout de suite une question. En gros, c'est parce que c'était dur, parce que ça faisait mal, qu'il y a tout de suite eu une autre aventure qui s'est mise en place? Après, alors, juste pour info, moi, je dois partir à 11h à Gaël, donc je pense que ça le fera. Ouais, ça va le faire. Mais si je te partage un peu l'histoire de septembre à décembre. Allez. Attendez. Mais en gros, moi, en 2020, donc j'ai un sujet de séparation de couple aussi, tu vois. Donc tout est arrivé en même temps. Ah donc, ouais, tout. Il y a eu la boîte, début d'année, Covid, séparation, machin. Bref. En septembre, je me pète la jambe. Je fais fracture de la malléole. Donc je me retrouve avec la jambe plâtrée. Quand le corps parle. Ouais, exactement. Quand le corps parle, et en fait, tu vois, ça ment pas, quoi. Et donc septembre, fracture de la malléole, et là j'entamais la procédure de fermeture de Swanson. Donc faut savoir que du coup la procédure de Swanson, moi j'ai fait une liquidation. L'avantage, c'est vu que la boîte était assez saine, était saine même, on a fait une liquidation, ils me l'ont placé en liquidation simplifiée. Donc c'est un truc assez basique, c'est quand tu as peu de dettes, ou que tu n'as pas de dette du tout. Là, en l'occurrence, c'était que la dette bancaire, avec une garantie, donc c'est assez simple. Le dossier est clos. Mais moi, je me suis vu vivre l'expérience d'aller au tribunal de commerce, du coup. Et tu vas à la barre, hein, c'est un truc horrible. Ouais. Moi, j'avais jamais fait ça, jamais vécu ça. Mais j'y suis allé en béquille. Donc si tu veux, je suis arrivé à la barre, les mecs déjà, ils étaient morts de rire, en me disant, toi mon pauvre, t'es vraiment pas... Et tu vois, j'étais avec ma jambe dans le plâtre, avec mes béquilles, en leur expliquant pourquoi je fermais Swanson, quoi.
Et ce qui était assez marrant, c'est que le juge connaissait bien Swanson House, nous suivait sur les réseaux sociaux et tout, donc il était hyper agréable et enfin tous devant moi étaient super sympa, quoi, tu vois. Et en fait, d'un truc où t'as une boule au ventre, tu te dis putain, mais je me retrouve au tribunal, tu vois, t'es jugé, quoi, tu vois, pour ce que t'as fait, alors que tu penses que t'as toujours fait des choses bien pendant 5 ans, et là on te juge, tu vois. Et en fait, bah ça détend parce que tu vois, je me suis dit bah puis ça dure 5 minutes et puis et en fait tu vois, moi le juge il m'a dit faut pas voir ça comme un échec, faut voir ça comme une expérience. C'est ce que je me tue à dire à tout le monde. Et le fait que lui te dise ça, tu vois, tu te dis bon bah c'est bon, allez. Ok. Ça détend un peu, mais bon, tout ça pour te dire, donc tu vois, je me suis fracturé la cheville, et en fait en fin août début septembre, bah, j'avais rencontré quelqu'un, entrepreneur, enfin dans le même, et c'est comme ça aussi que j'ai eu cet accompagnement et ce soutien, tu vois. Ok. Dans cette période où tu as quelqu'un qui parle la même langue que toi. Même position. Même position et surtout qui est pas intrusif, tu vois, mais qui va plutôt t'accompagner. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle a le même projet. Elle avait le même projet ailleurs, en tout cas la même ADN que ce que moi j'avais initié avec Swanson, ce que je voyais de Swanson par la suite, ce qu'elle voyait de la suite de son projet, et en fait on s'est retrouvés à s'associer tous les deux et à monter Cosbarn ensemble, et en fait c'est une suite logique, tu vois, c'est là où dans tout ce que certains peuvent voir comme malheur ou je sais pas quoi, ou dans cette période un peu plus complexe que d'habitude, moi c'est plutôt comme ça que je la définis, tu vois, c'était un peu plus difficile que d'habitude, mais ça s'est bien passé. Bah tu vois, en fait fallait que ça se passe comme ça. Je me dis oui. aujourd'hui, hein, on dessine ce projet qui est Cosbarn, qui est clairement la suite de ce qu'elle a initié et la suite de ce que j'ai initié. On se retrouve à deux. C'est une aventure. Enfin, tu vois, là. C'est quoi du coup Cosbarn en quelques mots? En quelques mots, Cosbarn, ça reste un lieu de vie. On a un lieu de vie qui fait coffee shop, restaurant, garage et wake park. Donc un téléski où on fait du wake, tu vois, tiré par un câble, qui est dans un spot de ouf à Quimper, donc juste à côté de là où était la Swanson. Et surtout, ouais, c'est le lieu de vie qu'elle avait envie de monter, que moi je visualisais de Swanson aussi par la suite. Et en fait, on se retrouve à monter un truc qui est juste charmé. Qu'est-ce qui a été du coup pris par rapport à votre expérience tous les deux? Qu'est-ce qui va faire que ça fera pas la même chose que Swanson? Bah, je pense que du coup, tu vois, enfin moi en tout cas, je tire beaucoup de leçons de ce qu'on de cette expérience Swanson qui au final a été dans un univers et un écosystème entrepreneurial assez ambitieux où tout doit aller vite, tu vois, le développement. Et là où aujourd'hui, tu vois, un projet comme Cosbarn, je le vois beaucoup plus terre à terre et surtout à hauteur de ce que je suis capable de fournir sans être tributaire d'un tiers. Et quand je dis tributaire d'un tiers, c'est voilà, là je fais un projet pour moi, tu vois, déjà, pour nous, pour mon fiston, tu vois, de me dire, c'est un truc qui sera, qui est à hauteur de ce qu'on est capable de produire, tu vois. Et juste ça, et pas plus. Et en fait, tu vois, ça me convient. Donc avec une croissance naturelle et un écosystème autour. Ouais. L'idée, ouais, c'est ça, c'est de pouvoir en vivre, ce qui est, et de faire quelque chose de plus abordable, tu vois, et de pas tomber dans l'excès entrepreneurial qu'on peut tous connaître, tu vois, de se dire faut générer de la croissance sans et là où se focus rentabilité et surtout plaisir personnel, tu vois, c'est que même si Swanson ça a été du plaisir personnel, ça a quand même été quelque chose qui était créé pour les autres. Et là où même si c'est clairement pour les autres, mais c'est en tout cas de s'y retrouver beaucoup plus que Swanson. Et beaucoup plus rapidement. Et plus rapidement, ouais, clairement. Donc c'est et c'est
Là, l'expérience, elle est totale de A à Z sur place, quoi. Ouais, après, on n'a pas retombé dans un truc d'hébergement, parce qu'on n'a pas envie Ouais. de s'embêter avec ça. Mais en tout cas, on a notre coffee shop, on a notre petit restaurant, on a notre environnement qui est juste incroyable parce que le spot est dingue. On a C'est loué, c'est comment? Un fermage? Ouais, là, pour le coup, alors il y a une tranquillité là-dessus parce qu'il y a là-dessus, on est tranquille. Et après, en fait, c'est une ancienne carrière d'argile. Ouais. Donc, t'as une forêt de pins en plein Quimper, ce qui est pas du tout commun dans le coin. Et puis, cette partie wakeboard que Gardiel avait montée. Et puis, voilà, on est en train d'avoir ce lieu de vie qui va tourner autour du surf, du wake, de la moto et du manger sainement, quoi. Donc, c'est cool. Ça, c'est chouette. Donc voilà, t'as un peu l'histoire Super. globale. J'ai vu quelques photos, ça a l'air vraiment très très beau et magnifique. Et ça reboucle avec, tu vois, si ton père était dans le bois, j'ai vu qu'il y avait de très très beaux aménagements en bois. Et si t'as vu, parfois on peut même voir qu'il est sur ces aménagements en bois, parce qu'on l'a sollicité pour les aménagements, donc il est toujours présent quand il faut. Et tu vois, ça c'est un truc qui est chouette, c'est que après le plus important, c'est quand tu peux et que tu les as, d'avoir le soutien, tu vois, peu importe ce qui se passe de l'entourage. Moi, c'est cool de les voir. Mon père a été présent, a été dans l'aventure Swanson aussi. Tu vois, j'avais insisté pour que, pour une fois, il soit dans mes actionnaires, non pas financiers, mais en tout cas capitalistiques, et pour qu'il ait un pied dedans, quoi. Donc, j'étais super ravi de l'avoir avec moi et de voir qu'il me suit, tu vois, à chaque fois. Et puis, ça lui permet aussi Enfin, tu vois, ça me permet d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment toute l'histoire de chaque projet, là où souvent, tu sais, avec les parents ou la famille, c'est toujours tout va bien, tout est facile, tout est chouette. Ah, comment ça va ta boîte? Ouais, ça va super, merci. Puis tu sais, tu rentres jamais dans les détails et au final, personne sait rien. Et puis quand ça, tu vois, c'est comme Swanson, quand ça se casse la gueule ou quand tu arrêtes, personne comprend parce qu'en fait, y a que ce côté vitrine ou visible de l'iceberg, tu vois. Ouais, il faut pas qu'il y ait trop d'illusions, surtout avec son environnement proche, quoi. Parce que sinon, c'est là où il y a des incompréhensions. C'est ça. Je vois que le temps file. Juste quelques questions qu'on a l'habitude de poser à la fin. Toi, en plus, qui a un petit peu voyagé, avant l'époque où la pause planétaire, est-ce qu'il y aurait un voyage ou une culture que tu aimerais découvrir ou redécouvrir? Redécouvrir. Alors moi, j'aime beaucoup l'Indonésie, tu vois. Donc ça, c'est quand même une signature de voyage quand tu habites genre à Audierne ou autre, pour tu vois, prendre l'air. Donc ouais, Indonésie, ouais. Là pour le coup, ouais. T'as été plusieurs fois? Ouais, plusieurs fois pour surfer. Ouais. Et puis, ça, c'est vraiment des spots où culturellement, c'est assez apaisant. C'est chouette, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis après, sinon, c'est la Californie, puisque moi, j'y vais tous les ans, normalement. Tu vois, je devais partir le 20 mars dernier pour emmener des membres de Swanson. Et puis, pas cette année non plus, je pense. Mais on verra peut-être sur la fin d'année, je sais pas. On verra bien. Mais On ouais. s'adapte. Est-ce qu'il y aurait une ressource, film, podcast, série, livre que tu aimerais partager et inviter les auditeurs et auditrices à regarder? Ouais, alors pour le coup, on a une ressource qui est un peu universelle et qui est la musique. Tu vois, culturellement, moi, je me lève avec la musique et je me couche avec la musique. Mais du coup, on a des belles playlists avec Cosbarn, avec lesquelles on prend du temps
à composer. Donc on en a une dizaine là aujourd'hui qui sont dispo sur Spotify un peu partout. Ok. Et pour le coup, je pense que ça fait le taf quand tu dois te mettre au boulot. Ah, super. Il y a juste à taper Cosbarn, playlist 1, 2, 3, 4. Ouais, Cosbarn sur Spotify, elles ressortent toutes. Donc, ok. Super, on les mettra en ligne, en lien. Avec plaisir. Et dernière question, si tu avais là devant toi un bouton No Limit, qu'est-ce qu'il actionnerait ? Le plaisir, quoi. C'est vague, hein, mais en tout cas, je pense que c'est ce que j'actionnerais comme ça, peu importe ce que je fais, quoi. Enfin, c'est ce que ça devrait procurer, peu importe ce que je fais. Plaisir pour toi et tes proches. C'est ça. Vraiment un grand merci. On n'a pas passé trop de temps sur Cosbarn parce qu'en fait, il va être lancé le 10 avril. Donc normalement le lendemain de la diffusion de cet épisode. Je pense faudra refaire un épisode dans 1 an, 2 ans. Mais au moins on a vu justement toute l'expérience accumulée qui va permettre justement à ce lieu d'exister et à cette quiétude peut-être de s'épanouir un peu plus au quotidien. Mais bravo pour toute cette aventure. Swanson, évidemment, avait une partie d'iceberg magnifique et on se doutait absolument pas de, évidemment, tout ce qui se passait derrière. Et j'ai aucun doute que justement, en reliant ces points, ça mettra encore plus de valeur dans Cosbarn et le reste de l'écosystème autour de toi. Carrément. Un grand merci. Merci beaucoup, Gaël. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais en tout cas, merci pour l'invite. C'est toujours un bon exercice, je pense. Et c'est ça qui est agréable avec, tu vois, avec tout ce qui est podcast and co, c'est que, en tout cas, il y a un sujet de partage d'expérience, mais il y a aussi un sujet d'introspection, tu vois, quand tu fais, de partager un peu ce que moi j'ai vécu avec Swanson sur la fin, c'est toujours important, je pense aussi d'en parler et de le partager, donc c'est cool. C'est chouette ce que vous faites, et je pense qu'il faut continuer et merci du coup pour les entrepreneurs qui peuvent partager leurs expériences. Un grand merci, c'est exactement pour ça qu'on le fait et aucun doute on va continuer parce que c'est aussi un vrai plaisir pour nous de passer ces moments-là, même à distance. Et puis du coup, on a toute une tournée là depuis tous ces épisodes qu'on n'a pas eu enregistrés à distance de prévu. Un grand merci. J'invite tout le monde à partager, à aller voir, à aller écouter les playlists, à aller voir le compte Insta, le site, et puis à voyager un peu plus localement dans les prochains mois et du coup à aller voir notre magnifique territoire de Bretagne. Merci beaucoup. En tout cas, c'est super cool. Merci Gaël. Salut à tous, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.